Alors, bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons définir quelques vecteurs particuliers et on va donner des exemples d'applications par la suite. Alors, commençons par définir ce que sont des vecteurs équivalents. Ce sont aussi des vecteurs qu'on qualifie d'égaux. Alors, des vecteurs sont équivalents si et seulement si les quantités qu'ils représentent ont la même norme et la même orientation. Donc, la même norme et la même orientation. On se rappelle que dans une capsule précédente, nous avons vu que la norme, c'est le nom qu'on donne à la quantité qui est mesurée par le vecteur ou qui est représentée par le vecteur. Et la même orientation, bien, l'orientation, on se le rappelle, c'est la direction et le sens. Alors, autrement dit, ce sont deux vecteurs qui illustrent deux phénomènes absolument identiques. Okay? Donc, ici, par exemple, on voit que le vecteur que j'ai appelé U ici et le vecteur V qui sont là sont identiques, ils ont la même norme, ils ont exactement la même inclinaison et ils ont la même orientation en plus. Il en est de même pour le vecteur AB qui est ici, qui relie le point A au point B. Alors, on dit que le vecteur U est équivalent au vecteur V et ils sont aussi équivalents au vecteur AB. Donc, équivalent, ça veut dire carrément égaux au sens mathématique. Il faut simplement ne pas se confondre avec le mot équivalent. Ce n'est pas le bon terme. C'est vraiment le mot équivalent qui est mathématiquement le mot qu'on utilise. Un autre vecteur un peu spécial, c'est le vecteur nul. Alors, un vecteur nul est un vecteur de norme 0 unité, j'écris U pour unité, auquel on attribue, dans le fond, toutes les orientations. Quand je dis toutes les orientations, dans le fond, c'est un peu l'équivalent de dire on lui attribue n'importe quelle orientation. Autrement dit, le vecteur nul, c'est un vecteur qui se représenterait par un point, finalement, et on pourrait lui donner n'importe quelle orientation et ce serait accepté. Alors, il y a évidemment une notation particulière pour le vecteur nul, c'est que c'est la lettre O majuscule, O, on comprend que ça illustre le 0, avec la flèche de vecteur sur le dessus. Bon, on peut se demander, dans le fond, à quoi ça sert le vecteur nul. Bien, il y a différents contextes dans lesquels on va le retrouver. D'abord, dans une chaîne arithmétique, il va jouer un rôle de temps en temps important dans des opérations de vecteurs. Mais aussi, ce qui est surtout commode, c'est que le vecteur nul, souvent en physique, on va l'utiliser pour représenter une situation où il y a plusieurs vecteurs mis ensemble et cette situation-là est à l'équilibre. Donc, le vecteur nul, ça représente fondamentalement l'équilibre où est-ce que toutes les informations vectorielles combinées engendrent une situation à l'équilibre. Donc, ça, c'est très commode aussi comme en termes d'outils d'interprétation. Si AB est un vecteur nul, alors on déduit que les points A et B, qui sont l'origine et l'extrémité du vecteur, sont au même endroit et représentent donc finalement le même point. Donc, dans le plan cartésien, si AB est un vecteur nul, donc les coordonnées cartésiennes de A sont XA et YA, vont être les mêmes que celles du point B qui sont XB et YB. Donc, autrement dit, ce sont deux points de même abscisse, donc XA et XB seraient évidemment égaux. Il en est de même pour les ordonnées. L'ordonnée du point A serait la même que l'ordonnée du point B. Des vecteurs opposés. Alors, des vecteurs opposés, dans le fond, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit avec l'histoire du vecteur nul et d'une situation un peu en équilibre, alors des vecteurs opposés, ce sont des vecteurs qui, quand tu les combines ensemble, ça engendre le vecteur nul. Donc, ce sont des vecteurs qui, comme par exemple, on les voit ici, okay? Donc, qui sont exactement de même norme, comme U et V ici, sont carrément de même norme, on le voit bien. Les flèches qui les représentent sont parallèles, donc elles ont exactement la même direction. Par contre, là, on voit que ce sont deux flèches de sens opposé. Alors, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des vecteurs opposés. Ils sont vraiment identiques en tout point, sauf en leur sens. Alors, des vecteurs sont opposés s'ils ont la même norme
la même direction. Donc ça veut dire que les flèches qui les représentent doivent être parallèles et elles ont, par contre, des sens opposés ou sens contraires. Ici, U et V sont opposés. Alors, quand je dis opposés, on peut carrément comment je pourrais dire? On pourrait carrément faire le parallèle avec les nombres opposés ou le signe opposé. Donc, on va dire que U est l'opposé du vecteur V et, bien entendu, dans le sens contraire aussi, le vecteur V est l'opposé du vecteur U. Et on va voir plus tard dans le chapitre que le moins qui est devant joue réellement un rôle arithmétique. Okay? Et ici, en bas, quand on dit que si j'additionnais U et V, donc si je combinais les informations vectorielles entre elles, ben ça engendrerait le vecteur nul. Donc, carrément au sens de l'addition, plus tard, on va explorer des méthodes d'addition de vecteurs, ça va engendrer le vecteur nul. Okay? Alors, on pourrait aussi ajouter, tiens, dans cet exemple-là, ici, donc ici, okay, si je prenais l'orientation de V et que je soustrayais l'orientation de U, ça donnerait 180 degrés. Donc, effectivement, deux vecteurs opposés ont toujours plus ou moins 180 degrés d'écart entre leur orientation. Un peu plus bas, soit le vecteur AB, bien évidemment, le vecteur BA sera opposé à AB. Donc, effectivement, si je me place des points dans un plan blanc, comme par exemple ici, ça, c'est mon vecteur AB. OK? Bien, le vecteur AB, on voit clairement qu'il sera le vecteur opposé à BA. Si je repasse par-dessus, comme ça, non? Le vecteur AB est carrément l'opposé de BA. Évidemment, mes points A et B sont des points fixes. Donc, on voit clairement qu'ils sont opposés. Et au niveau de la notation, c'est la même chose qu'en haut. Donc, on a que le vecteur AB est le vecteur opposé à BA. Et inversement, le vecteur BA serait l'opposé du vecteur AB. Je fais juste une petite parenthèse au niveau de la notation ici. Remarquez que j'écris pas AB et AB comme ça. Tu sais, dans le sens qu'on on n'inverse pas la flèche au niveau de la notation vectorielle pour dire vecteur opposé. Okay? Ça, c'est une notation qui n'est pas acceptée. Mathématiquement, c'est toujours la première lettre, peu importe les lettres qu'on utilise, la première lettre, c'est toujours l'origine du vecteur. La lettre suivante, c'est toujours l'extrémité du vecteur. Donc, autrement dit, la notation vectorielle, c'est toujours une petite flèche qui va de gauche à droite, la première lettre étant l'origine du vecteur et la lettre qui suit, c'est l'extrémité. C'est une convention qui a sa raison d'être et on va éventuellement découvrir le pourquoi de tout ça. Mais ne prenez pas pour acquis que vous pouvez simplement inverser la flèche comme ça et ça va dire le vecteur opposé. Mathématiquement, ce n'est pas accepté, puis il y a une raison. Ça, c'est pas juste une convention qui sans intérêt. Il y a un grand intérêt à ça. On va le voir plus loin. Bon. On a presque fini nos vecteurs particuliers. Le vecteur unitaire, ben, c'est un vecteur dont la norme vaut une unité. Okay, donc, c'est un vecteur dont la norme vaut une unité. Peu importe l'orientation. Ça va être très intéressant à la toute fin du chapitre quand on va commencer à parler de bases vectorielles. Et lorsque vous serez au cégep, dans votre cours d'algèbre linéaire, les histoires de bases vectorielles vont être très importantes et les vecteurs unitaires, c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment devenir des outils très importants. Pour l'instant, contentons-nous de le définir et de savoir qu'est-ce qu'il représente. Un peu plus loin, des vecteurs orthogonaux, avant-dernière définition. Des vecteurs sont orthogonaux s'ils sont perpendiculaires.
Donc, effectivement, si je soustrais leur orientation, il y aura plus ou moins 90 degrés ou on pourrait dire plus ou moins 270 degrés aussi là, entre leurs orientations. Donc, des vecteurs qui les représentent vont former un angle droit. Et des vecteurs colinéaires, bien, des vecteurs sont colinéaires si ils ont la même direction. Bon, un truc pour s'en rappeler, ou du moins pour donner un petit peu un sens à tout ça, le mot colinéaire, ben on voit que dans le fond, il y a comme deux racines à ce mot-là. Co, habituellement, on veut dire ensemble. Et linéaire, ça veut dire qu'ils sont alignés. Donc, dans le fond, ils sont alignés. Si je les mettais bout à bout, ensemble, ils seraient alignés. Donc, ils formeraient une même... ou ils seraient supportés par une même droite, ensemble, entre eux. Donc, ils ont la même direction. Peu importe le sens. Tiens, ça, je vais rajouter ça entre parenthèses ici. Peu importe le sens. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être opposés. Tiens, si je fais du pouce sur ce que je disais tout à l'heure, au niveau des vecteurs opposés, ben, des vecteurs opposés, tiens, on ne l'écrira pas, mais on pourrait l'écrire quelque part, mais des vecteurs opposés sont nécessairement colinéaires, okay? Automatiquement. Des vecteurs opposés sont toujours colinéaires parce qu'ils ont la même direction, on l'a dit ici. Okay? Par contre, l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Des vecteurs colinéaires ne sont pas nécessairement opposés, ça va de soi. Des vecteurs égaux et équivalents sont aussi colinéaires. Okay? Donc, à partir du moment où est-ce que les flèches qui les représentent sont parallèles, les vecteurs sont qualifiés de colinéaires. Maintenant, un petit exercice d'application de tout ça. Alors, on n'a pas fait d'addition vectorielle encore, mais on est quand même capable d'avoir une petite intuition de ce qui se passe. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer l'exercice 3 qui est présenté ici. Mettez la vidéo sur pause et puis vous reprendrez la lecture pour avoir les solutions si vous le souhaitez. Moi, je vais continuer immédiatement. Alors, vous tirez sur un objet dans un sens et votre ami dans le sens opposé avec une force telle que l'objet reste immobile. Donc, on a ici notre objet qui est représenté par le rectangle noir qui est là et il y a deux forces qui sont appliquées sur l'objet. Donc, la force F1 qui est ici, qui est représentée par le vecteur qui est là, et la force F2 qui est ici représentée par le vecteur qui est ici. La chose la plus importante dans tout ça, c'est qu'on dit que l'objet reste immobile. Donc, si l'objet reste immobile, ça veut dire que les deux forces en présence sont exactement de la même valeur, de la même grandeur, ou du moins de la même intensité. Donc, de point de vue, je ne sais pas, purement numérique, par exemple, si on donnait un exemple numérique, bien, si par exemple on disait que la personne qui est ici tire avec une force de, je dis, mettons n'importe quoi, 500 newtons, ben, ça voudrait dire que l'autre personne qui est ici, qui tire dans l'autre sens, exercerait aussi une tirée d'une force de 500 newtons. C'est pour ça que l'objet reste immobile. Alors, évidemment, dans des directions dans des sens opposés. C'est pour ça que l'objet ne bouge pas. Dire si les énoncés suivants sont vrais, sinon, faire la correction qui s'impose sur le membre de droite. Alors, première, F2 est égal à moins F1. Donc, autrement dit, la force 2 est l'opposé de la force 1. Évidemment, c'est vrai. Remarquez que quand je dis que les deux vecteurs sont opposés, je ne mets pas moins 500 à l'un ou l'autre. Hein. Les deux, c'est 500 newtons dans mon exemple numérique. Les deux sont 500 newtons, mais c'est le sens qui change. Alors, ce n'est pas la norme qui est négative. On a déjà dit que la norme, c'était toujours positif. Alors, c'est important de comprendre la notation ici versus concrètement qu'est-ce qui se passe. Le moins veut dire simplement que ce sont dans des sens opposés. Le B. La norme de F1 est égale à la norme de F2. C'est vrai. C. F1 plus F2 égale 0. Donc, autrement dit, si je combine les deux forces entre elles, ça donne 0. Alors, on serait tenté de dire vrai, mais c'est faux.
Pourquoi? Un vecteur, ici, plus un vecteur, ça ne peut pas donner un scalaire. Un vecteur plus un vecteur doit donner un vecteur. Et le vecteur, je suis d'accord, c'est le vecteur nul. Mais il faut le noter avec la bonne notation. Donc, je vais corriger le membre de droite comme me demandait de faire l'énoncé. F1 plus F2 égale vecteur nul et non pas 0. C'est subtil, mais c'est important. Le D. La norme de F1 plus F2 égale vecteur nul. Donc, autrement dit, la norme de ce que j'obtiens en additionnant mes vecteurs. Alors, est-ce que ça donne le vecteur nul? Ben non, ça ne peut pas donner le vecteur nul. Ça donne 0. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est faux ici, le membre de gauche de l'égalité, fondamentalement, si j'additionne F1 et F2, ça donne le vecteur nul. Donc, dans le fond, ce qu'il y a à gauche, c'est norme du vecteur nul. Et la norme du vecteur nul, ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Alors, je vais corriger le membre de droite. Norme de F1 plus F2, c'est vecteur nul. Voyons, excusez-moi, c'est 0 unité, pardon. Ou 0 newton dans mon exemple numérique. Le E. Norme de F1 plus norme de F2 est égale à 2 fois la norme de F1. C'est vrai, puisque les deux vecteurs sont de même norme. Donc, c'est 2 fois la même norme que tu additionnes. Cet énoncé est vrai. La norme de F1 plus F2 est égale à la norme de F1 plus la norme de F2. C'est faux. Je vais l'écrire en rouge, tiens. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire à l'exercice D que la norme de F1 plus F2, c'était la norme du vecteur nul. Alors, norme de F1 plus F2, ça correspond à la norme du vecteur nul, et ça, c'est 0. La norme de F1 moins F2, donc, qu'est-ce que c'est que soustraire des vecteurs? Ben, ici, dans mon exemple, là, je vais juste effacer mes exemples numériques qui sont ici. Dans mon exemple, c'est comme si je disais, là, je vais prendre l'opposé de F2. Alors, qu'est-ce que c'est que l'opposé de F2? Bien, fondamentalement, c'est exactement la même situation, mais là, notre ami qui est ici, au lieu de tirer de son bord, il pousse exactement comme F1. Donc, ça, c'est moins F2. Donc, autrement dit, j'en ai un qui tire, puis l'autre qui pousse en plus. Donc là, c'est clair que l'objet ne restera pas immobile. Okay? Donc là, l'objet va se déplacer, évidemment, si on néglige le frottement et peut-être les autres forces en présence. Donc, la norme de F1 moins F2, ça correspond à la somme des normes de F1 et de F2. Est-ce vrai? Est-ce faux? Évidemment, c'est vrai. Donc oui, là, si les deux combinent leurs forces pendant qu'il y en a un qui tire, l'autre il pousse, oui, les forces s'additionnent. Et là, l'objet va se mettre à se déplacer. Et F1 égale F2, évidemment, c'est faux. Ça, je pense qu'on le dit depuis le début. C'est faux. Les forces sont opposées. Donc, F1 égale l'opposé de F2. Bon. Cet exercice-là, dans le chapitre, il arrive un peu tôt. Éventuellement, plus tard, quand on va développer vraiment des outils de calcul, d'algèbre et d'arithmétique autour des vecteurs, on va être capable d'additionner ça réellement au sens arithmétique puis arriver avec réellement des solutions numériques. Là, présentement, c'est plus descriptif et, comment je pourrais dire, général. Des considérations là, générales de qu'est-ce que c'est que additionner, qu'est-ce que c'est que soustraire, ben, dans le fond, c'est de combiner un ensemble de forces ensemble. Et puis, les vecteurs, c'est très pratique parce que c'est très concret, puis c'est facile de s'imaginer un petit peu la dynamique, parce que c'est réellement quelque chose de dynamique. L'exercice 4 qui est ici, dernier petit exercice basé sur les définitions de tout à l'heure. Donc, on vous dit, soit le vecteur V
qui représente une distance de 20 km avec une orientation de 110 degrés, détermine ou décrire plutôt un vecteur R opposé au vecteur V. Donc, si je fais un petit dessin très rapidement ici de mon vecteur V, bien, je pourrais avoir ici un vecteur V qui ressemblerait à ça. 110 degrés, c'est dans le cadran 2, à peu près comme ça. Donc, un vecteur R opposé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, mon vecteur R, il devrait être collinéaire, même norme, même direction, sens contraire. Donc, ça, ce serait le vecteur R. Alors, le vecteur R, ça serait quoi? Ça serait 20 km lui aussi, même norme. Et son orientation, ben, je vais prendre 110 et je vais lui ajouter 180. J'aurais pu aussi soustraire 180. Mais habituellement, si on a le choix, on privilégie les orientations positives. Mais c'est pas une loi, là, vous auriez pu aussi soustraire 180. Décrire deux vecteurs U et W dont la norme vaut le double de celle de V et qui sont orthogonaux à celui-ci. Alors, ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, il y en a deux. Effectivement. Alors, mon vecteur V, je vais le redessiner ici comme ça, donc à peu près comme ça ici. Donc là, je n'écrirai pas l'échelle. Oups, c'est vraiment pas un très joli dessin. Alors, la norme vaut le double et ils sont orthogonaux. Donc, j'en ai deux. J'en ai un qui va pointer comme ça, donc vers le cadran 1, norme double, et orthogonaux veut dire perpendiculaire. Ça, ce serait par exemple mon vecteur U. Et il y en a un autre, celui qui serait opposé à U. Donc, autrement dit, comme ça ici, qui serait lui aussi orthogonal à V et dont la norme serait le double. Alors, W, comme ça ici. Alors, comment je vais les décrire? Alors, je vais avoir que mon vecteur U, il mesurerait une distance de 40 km avec une orientation de, je vais prendre l'orientation de V qui est 110 et je vais soustraire 90, donc 20 degrés. Il est orthogonal à V. Et mon vecteur W, lui aussi, sa norme doit être le double, donc 40 km. Et son orientation, ben, je vais prendre l'orientation de V, 110, et je vais ajouter 90 degrés, donc 200 degrés. Voilà, alors c'était une capsule un peu longue, peut-être un peu technique, mais pendant tout le chapitre, on va revenir à ces vecteurs-là. C'est des vecteurs dont on va très souvent parler. On va référer à ça, des vecteurs orthogonaux, collinéaires, opposés, égaux, nuls, équivalents. Et tout ça, donc, c'est très important de maîtriser le vocabulaire et aussi d'être capable de les visualiser entre eux. Voilà.